Bonjour à tous et merci d'être présents sur cette conférence où justement on va vous parler, de sujets d'actualité, donc l'empreinte environnementale, la CSRD, la RSE et on va prendre, un sujet d'exemple, qui est la gestion de l'eau. Je t'en prie, Christophe. Alors, au niveau des intervenants, effectivement, on a décidé avec Florian de vous présenter la partie eau pour faire un focus. Et on aura une présentation assez généraliste de la CSRD pour vous permettre de faire une introduction sur ce sujet qui devient prégnant au niveau des entreprises. Donc moi, Christophe Mordant, je travaille chez Odyssée Environnement qui est un traiteur d'eau. Au début, on était plutôt chimiste, mais on s'est développé sur toute la partie monitoring, d'où notre présence au sein du Digital Habitat. Et je m'occupe de l'ensemble des bailleurs sociaux au sein d'Odyssée Environnement. Et donc Florent Gauthier, je suis le directeur du développement de la Factory chez Hamilton. Donc, Hamilton, c'est une société, de conseil spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et la Factory, c'est notre pôle d'expertise où on va accompagner nos clients dans leur transformation numérique grâce à des équipes spécialisées en développement logiciel, web et mobile, mais aussi sur, du traitement de données, de la partie récupération, stockage, consolidation pour une exploitation sur la business intelligence, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Avec bien sûr toutes les composantes, gestion de projet, design, test et DevOps nécessaires à ce qu'un projet se passe bien. Alors avec Florian, on s'est trouvé avec des points communs, notamment sur la partie supervision, qui nous a permis de faire ce focus, comme on vous l'a dit, sur la gestion de l'eau. Alors, d'une manière générale, on voulait vous parler un peu de la mise en place de ce qu'on appelle la CSRD. Il y a beaucoup d'anglicismes qui ont été faits puisque c'est une déclinaison de politique européenne. À partir des années 2020 notamment, vous avez le pacte vert, le Green Deal en anglais, qui s'est développé et qui a souhaité faire en sorte que, au niveau de l'Europe, on puisse être neutre au niveau des rejets de CO2 dès 2050. Donc là, on en parle beaucoup, notamment dans le cadre de l'automobile. Mais la CSRD aussi s'applique à l'ensemble des entreprises. Ça a été voté en 2022 et il y a eu une première mise en application qui a été faite en 2024. Mais pour autant, des modifications ont été faites et ça, je reviendrai directement par un autre slide. C'est ce qu'on appelle aussi au niveau des entreprises la partie extra-financière. Vous avez dans une comptabilité d'entreprise une partie financière et puis de plus en plus, on va prendre d'autres critères pour voir l'impact environnemental que peut avoir votre entreprise au sein de l'environnement au sens large. Donc, ce sont des notions euh, comptables, financières, qui sont sous des anglicismes que l'on a ici, les FRAG et l'ESRS. D'une manière générale, pour imager un peu les choses, on vous a mis les 9 frontières planétaires. Eh bien, les 9 frontières planétaires, c'est le système Terre, aujourd'hui tel qu'il est, comment il peut faire en sorte d'absorber la pression de l'homme sans compromettre la vie humaine. Donc, vous avez 9 frontières planétaires qui ont été définies, dont le changement climatique, la destruction de la biodiversité, et tout a été évalué pour savoir si aujourd'hui, à l'heure actuelle, on avait eu des dépassements à ce niveau-là. Alors, les 9 frontières planétaires, aujourd'hui, vous avez ce visuel sur la gauche, et on a défini sous une forme en gras, les éléments qui ont été dépassés aujourd'hui, à l'heure actuelle, et pour lesquels on n'a pas eu un retour en arrière. Vous voyez que sur les 9, il y en a 6 qui sont officiellement dépassés. On a les trois, et je peux m'attarder un peu là-dessus, l'acidification des océans qui est en retrait, la charge en aérosol atmosphérique. Vous vous rappelez des éléments qui étaient présents au sein des frigos, par exemple, sur lesquels on avait eu toute une politique pour réduire toute l'ozone qui était rejetée. Et puis, comme on vous l'a dit, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, là aussi, on n'a pas dépassé cette frontière. Pour ce qui nous intéresse, on a l'utilisation de l'eau douce. Alors l'eau douce, elle est définie sur deux aspects, l'eau bleue et l'eau verte. L'eau bleue, c'est celle que l'on voit, elle représente à peu près 40% de ce qu'il y a sur la Terre. C'est l'eau que l'on voit dans les lacs, dans les rivières et qui se rejette en mer. C'est l'eau communément qu'on utilise beaucoup dans l'activité humaine. Et puis l'eau verte, c'est l'eau qui passe par les plantes, la biomasse, tout ce qui va être en sous-sol, et c'est une eau qu'on ne voit pas. Elle représente quand même 60% de l'eau qui est présente sur la Terre.
Aujourd'hui, les entreprises, comment elles perçoivent la CSRD? Alors, on avait dans un premier temps la RSE. La CSRD, on a plus de contraintes. La RSE, c'était plus un aspect volontaire. La CSRD, c'est plus un aspect contraint avec des règlements. Mais vous voyez que les entreprises, là on est en février 2025 au niveau des statistiques, se déclarent satisfaites de ce changement de paradigme et de cette avancée dans le domaine de l'environnement. Mais on a déjà 67% qui demandent une simplification qui a été entendue par l'Europe. Beaucoup se préparent à l'appliquer, 75% ont commencé leur préparation. Donc vous voyez qu'il y a quand même un travail préparatoire qui a été fait. C'est aussi l'objet d'aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes connectés. Et les entreprises qui se sentent concernées vont faire en sorte d'être prêtes pour leur publication, qui aujourd'hui a été décalée de 2 ans. Alors, effectivement, comme je vous l'avais dit, le 26 février 2025, on a la loi Omnibus CSRD qui est parue. Les entreprises étaient favorables à la CSRD, mais c'était un peu compliqué pour elles de devoir mettre en œuvre dès maintenant une politique CSRD et une publication qui était liée. Donc, l'Union européenne a entendu les difficultés et ont décidé de définir un certain nombre de changements. Là, comme vous le voyez en visuel, on a des entreprises aujourd'hui de plus de 1000 salariés qui vont être concernées avec un chiffre d'affaires au moins de 450 millions d'euros. Pourquoi on fait ça? Parce qu'elles ont souvent des personnes qui sont dédiées et qui peuvent être efficaces sur le sujet. D'un volume de 50 000 entreprises européennes, dont 11 000 françaises, on va être à moins de 7 000 entreprises qui vont être concernées. Voilà, donc on a un décalage de 2 ans qui va être opéré. On avait une première vague qui était faite pour 2024 et il y avait beaucoup de thématiques qui étaient énoncées et sur lesquelles on va avoir une simplification. Alors la CSRD, on parle de double matérialité. La double matérialité, on va avoir le côté de la performance financière de l'entreprise. Donc ça, c'est l'essence même d'une entreprise, puisque c'est sa rentabilité qui va assurer sa pérennité. Et on va voir effectivement son impact qu'elle va avoir sur l'environnement, sur la gouvernance, sur son impact social. Donc on va réfléchir avec plusieurs personnes, c'est un travail d'entreprise. On vous parle de business model, on vous parle de taxonomie, on vous parle de tout ce qui est important dans l'entreprise et on va faire cette matrice de la double matérialité et tout ce que vous avez et ce que vous retrouvez en haut à droite va être les points importants pour lesquels l'entreprise devra, dans un futur proche, dans le cadre de sa CSRD, énoncer un certain nombre de critères qu'elle souhaite mettre en avant. Donc là, on vous a listé les 5 aspects: sélection des enjeux matériels, sélection de data points, on voit les analyses des écarts, et puis en fonction de ça, on va définir des actions que l'on va faire pour avancer. Juste pour vous exposer les choses, on a beaucoup de points, les 1100 data points, c'est énorme, mais c'est un choix qu'on peut faire dedans. En fait, ce n'est pas 1100 data points qu'on doit définir. Aujourd'hui, et c'est plutôt en train de, à travers la loi Omnibus que je vous ai dit, ça va se réduire, mais on va devoir en définir plusieurs. Il y en a beaucoup qui sont narratifs. Ça veut dire quoi narratif? Ça va être plutôt une intention que va avoir l'entreprise de dire je vais réduire mon nombre de poubelles, mon nombre de rejets, mais sans forcément définir les éléments. Après, sur les KPI, donc il y a des indicateurs qu'on va définir, et là, par contre, on va s'engager sur des réductions d'utilisation de divers aspects. L'eau et la ressource marine, vous voyez que c'est un aspect important, et pour nous, on estime avec Hamilton que ça va être un point important dans les années à venir et que ce sera nécessairement cité par les entreprises. Donc on a choisi l'eau parce que c'est une ressource de tous les jours, indispensable, elle est présente dans notre corps, elle est présente dans notre quotidien, et parce qu'elle n'est pas chère, parce qu'elle est forcément illimitée aujourd'hui et qu'on la voit partout, on pense que ce n'est pas forcément important, mais pour autant, on souhaite vraiment mettre en avant et alerter dès maintenant sur ce sujet-là. Donc pour nous, on a une approche dite éthique de l'eau, c'est ce qu'on appelle les hydroéthiciens chez nous, et on fait en sorte de faire que l'eau soit économisée, soit utilisée à bon escient. Et c'est une raison pour laquelle que si jamais on réduit l'eau, on réduit aussi un aspect financier pour le client et on préserve cette eau au sein de notre environnement et de notre planète.
Alors, on l'a dit en début de conférence, on a voulu prendre, l'exemple de l'eau pour, illustrer aussi l'utilisation faite par la data et si on passe donc sur la slide suivante, on voit qu'avec l'utilisation de la data et de l'IA, on va pouvoir, identifier différents indicateurs qui vont nous permettre déjà de faire un suivi, de la consommation actuelle, mais aussi la consommation qui va être prévisionnelle et les évolutions, qui peuvent être détectées grâce à des, données, exogènes qu'on va retrouver, l'évolution de la météo, mais aussi, les habitudes de consommation. On peut avoir un ensemble d'alertes aussi qui sont remontées, par exemple sur de la suspicion de fuite, sur des canalisations, qui peuvent représenter un nombre de mètres cubes assez important. La variation des températures, intérieures, extérieures et température de la chaudière qui peuvent avoir un impact sur la consommation, énergétique. Bien sûr, la température dans le logement et aussi, bah, comme l'a dit, Christophe, l'eau fait partie des éléments, de la CSRD et donc permettent une remontée automatique d'indicateurs. Les sources de données et c'est là où on a déjà une première difficulté, elles sont multiples. On peut avoir des sources de données déjà sur des applications, métiers, donc des fournisseurs qui vont, envoyer un ensemble de data qu'il va falloir, récupérer, stocker, transformer et ensuite consolider. Ça peut être également des capteurs IoT et là, on rentre dans les problématiques, justement de stockage de volume de données assez important et de plages de données, très courtes avec une nécessité de devoir consolider cette donnée en permanence. On peut avoir des données partenaires et on peut également avoir des fichiers qui soient CSV, Excel. Donc, on rentre dans ces problématiques de sources de données assez multiples. Si vous avez assisté aux conférences hier, justement Digital Habitat, on en a longuement parlé que c'était une des difficultés justement, c'est la récupération de toutes ces sources de données pour pouvoir les consolider et prendre des décisions éclairées basées dessus. Donc dans les solutions qu'on a déjà sur la point de vue traitement de cette donnée, on a la mise en place d'outils, et on le verra sur la slide suivante ensuite, comment est-ce qu'on va justement centraliser cette donnée et capitaliser sur toutes les sources qu'on a pour ensuite avoir des indicateurs les plus précis possibles. Le fait de stocker et de consolider cette donnée, donc consolider, c'est on va les nettoyer, on va les mélanger dans une forme qui est vraiment organisée, qui vont nous permettre de pouvoir nous en servir et surtout d'avoir confiance dans la donnée et confiance dans les indicateurs qui vont être remontés. Et après, on peut justement créer des tableaux de bord qui sont automatiquement mis à jour grâce à ces données et des tableaux de bord qui sont créés ensuite par les équipes de nos clients grâce à des formations et une approche par le self-service où j'ai la possibilité de créer des nouveaux rapports et j'ai un ensemble d'indicateurs qui sont disponibles, qui me sont proposés et je peux sélectionner tel indicateur, les croiser pour faire un camembert, un histogramme, les afficher sur un tableau de bord. Ensuite, on a toute la composante IA qui nécessite bien sûr d'avoir une maturité assez importante sur ces données et qui permet de faire de la prédiction, notamment de la prédiction sur les besoins en eau, mais aussi l'anticipation sur les besoins en énergie, quand l'eau, sert à chauffer, les logements. Si on va sur la slide suivante, on retrouve, justement un projet, data, classique, où on va avoir donc les différentes sources de données que je présentais, juste avant, qu'on va, venir récupérer, grâce à un middleware dont le rôle vraiment est d'être la colonne vertébrale, de l'architecture data dans l'entreprise, de se connecter via des connecteurs à ces différentes sources de données, de pouvoir les transformer, les nettoyer et ensuite de les stocker, pour être exploités dans un tableau de bord. Durant toute cette chaîne, de valeur, on va avoir la gouvernance donnée. Donc la gouvernance, c'est très important, c'est, toute la spécification qui va permettre, à quelqu'un qui va utiliser un indicateur sur son tableau de bord, de savoir comment cet indicateur a été calculé. Quelles ont été les transformations, faites dessus? Est-ce que c'est un min, un max? Est-ce qu'on a pris une moyenne? De quelle application est-ce qu'il, provient? On va pouvoir vraiment remonter, toute la courbe du projet pour savoir vraiment les opérations qui ont été faites dessus et anticiper si jamais on doit, par exemple, faire une montée de version sur son ERP, de s'assurer que ça ne va pas casser toute la chaîne et impacter les tableaux de bord qui sont ensuite utilisés par les personnes métiers. Sur la slide suivante, on voit justement comment est-ce qu'on met en place un projet de ce type, comment on passe d'un client, et c'est ce qu'on voit sur la partie de droite, qui a une maîtrise de la donnée assez limitée. Donc, quand on démarre, on est souvent sur de l'Excel, sur des fichiers CSV, c'est très utilisé dans les entreprises. On va commencer petit à petit à monter et déjà commencer à consolider sa donnée, à la centraliser. Ça va nous permettre ensuite de faire du reporting, puis d'avoir des dashboards, de former et d'accompagner ces équipes dans le self-service et une fois qu'on a fait toute cette partie accompagnement, qu'on a une donnée dans l'entreprise, qui est fiable, qui est de qualité, qui est en quantité suffisante, on peut partir sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, donc, à Hamilton, quand on accompagne les entreprises, on va démarrer par un audit, une cartographie,
en interne des différentes données. On va réaliser des ateliers. Les ateliers, ils vont permettre, à partir de la donnée qui est présente, par exemple dans le cas de la gestion de l'eau, quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous voulez avoir comme indicateur, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme KPI, est-ce que vous voulez réduire la consommation d'énergie, est-ce que vous voulez avoir plus d'informations sur la consommation en eau. On va mettre en place ces différents ateliers, on va identifier les objectifs et derrière, ça va nous permettre de mettre en place le projet qui passe par du nettoyage et de la consolidation de données, du stockage et de l'analyse. Et après, on part sur deux types de projets, soit des projets BI, soit des projets IA. Et c'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Sur un projet BI, on va être sur les développements de dashboards et la mise en place de self-service. Donc ça, c'est des choses qu'on réalise aujourd'hui beaucoup dans les entreprises. On se rend compte que beaucoup de décisions sont prises, on le disait un petit peu hier au Centre Digital Ibita, beaucoup avec du pifomètre et de l'intuition, mais avec un manque justement d'indicateurs précis et fiables sur lesquels se baser pour pouvoir prendre une décision. Donc nous, tout l'accompagnement qu'on va proposer, c'est un peu la logique, ce qu'on appelle data mesh, où on donne la possession des données aux personnes métiers qui vont en être responsables et qui vont devoir justement maîtriser cette donnée pour pouvoir l'afficher d'une certaine manière, avoir des indicateurs pertinents qui vont leur permettre de prendre des décisions éclairées basées sur leurs données. Du côté IA, là, on est vraiment sur quelque chose de très itératif. On va déjà analyser le projet, on va faire une étude de faisabilité, voir si justement les algorithmes et les modèles d'intelligence artificielle qu'on va mettre en place auront des résultats qui sont suffisamment fiables pour répondre aux besoins métiers. On va les sélectionner, on va en utiliser plusieurs, on va les tester, on va les améliorer et ensuite on va industrialiser le modèle et l'objectif, c'est de l'intégrer dans un vrai projet informatique avec une IHM, une interface machine, pour que les personnes métiers qui vont ensuite utiliser cet outil n'aient même pas l'impression qu'il y a de l'intelligence artificielle qui tourne derrière. Il faut que ce soit très user-friendly pour que ça puisse être efficace. Ensuite, il y a une mise en production justement de cette technologie d'IA qui ensuite est maintenue et qui évoluera petit à petit parce que c'est le gros intérêt de cette technologie, c'est que plus le modèle tourne et apprend année après année, et plus il est efficace. Pour résumer, donc sur la dernière slide, voilà, on voulait avec Christophe prendre ce cas d'exemple de la gestion de l'eau pour montrer que c'était vraiment un enjeu stratégique et qu'une des difficultés pour la gestion, c'était la disponibilité des données et le fait d'avoir vraiment ces remontées d'indicateurs pour pouvoir prendre des actions et pouvoir suivre aussi l'impact de ces actions. On le disait hier dans une des conférences, la mise en place de la CSRD, à la fois, ça peut être une contrainte vécue par les entreprises, mais à la fois également, c'est une chance de permettre de se dire, OK, il y a des demandes qui sont faites en termes de reporting. C'est une bonne occasion de mettre à plat le modèle BI de l'entreprise et d'avoir une vision sur toutes ces données qui doivent remonter, parce que c'est demandé, mais aussi parce qu'on peut mettre en place des actions qui sont vertueuses pour protéger une ressource qui est précieuse, qui est l'eau. Donc la data va permettre vraiment toute cette récupération, tout ce stockage, cette automatisation et les avantages, Christophe en a pas mal parlé. En effet, il y a des réductions de coûts qui peuvent être assez importantes dans certains cas. On peut avoir donc l'optimisation de ressources et des impacts très positifs sur la partie RSE, la conformité CSRD. Et sur les perspectives d'avenir, on en parlait longuement, on voit vraiment une accélération sur le déploiement de solutions de monitoring autour de l'eau et autour de la consommation des autres ressources énergétiques. On va avoir de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'IoT et une utilisation de l'IA qui s'accélère de plus en plus et qui ont des résultats de plus en plus prometteurs. C'est tout pour moi. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, mais on arrive quasiment à la fin de la conférence. Pile poil. Christophe, j'ai pas l'impression qu'on ait de questions. On va profiter des dernières secondes qui nous restent. Bah, merci à tous pour votre Merci participation et avoir suivi beaucoup. cette conférence. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Très bien. Merci à tous. Et moi, je fais la prochaine intervention. À bientôt.